une forme particulière d'évasion n'a jamais été tentée par qui que ce soit, où que ce soit. Pour votre information, cette cellule contient 2 tonnes d'eau. Harry Houdini est mort le jour d'Halloween 1926 après qu'un étudiant l'ait frappé au ventre. Pendant 100 ans, tout le monde a cru que ses coups de poing avaient tué le grand artiste de l'évasion. Certains pensaient qu'il avait été empoisonné par des spiritualistes assoiffés de vengeance. Mais maintenant, après 100 ans, de nouvelles preuves ont finalement émergé. Des experts médicaux ont découvert ce qui s'est réellement passé dans ces derniers jours. La vérité sur la mort d'Houdini n'est pas celle à laquelle on s'attendait. S'agissait-il d'un meurtre, d'un accident ou de quelque chose de complètement différent? Harry Houdini est né le 24 mars 1874 à Budapest, en Hongrie. Son vrai nom était Eric Weiss. Ses parents étaient le rabbin Mayer Samuel Weiss et Cecilia Steiner. Il était le 4e enfant sur 7, et l'un de ses demi-frères était issu du premier mariage de son père. Leur maison était pleine de bruit, de lutte et de foi. Sa jeune sœur, Carrie Gladys, perdra plus tard la majeure partie de sa vue dans un tragique accident. Son père avait 45 ans quand Eric est né. Il avait étudié en Allemagne et suivi une formation en droit avant de devenir rabbin. Mais la vie en Hongrie, à cette époque, devenait de plus en plus difficile pour les familles juives. L'antisémitisme se répandait rapidement. Les manières démodées du rabbin Weiss ne correspondaient pas aux changements modernes de Budapest, et sa famille ressentait la pression de la pauvreté et de la discrimination. En 1876, la situation s'est tellement détériorée que le rabbin Weiss a pris une décision déchirante. Il a laissé sa femme et ses 5 enfants derrière lui et est parti seul en Amérique, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur. Pendant 2 ans, Cecilia est restée à Budapest, survivant à peine tout en élevant le jeune Eric, ses frères et ses sœurs, et en portant un autre enfant. C'était une période douloureuse et incertaine. Le 3 juillet 1867, Cecilia, de nouveau enceinte, quitte la Hongrie avec ses enfants. Ils ont embarqué sur le SS Friedia et ont enduré un voyage difficile de 15 jours dans des conditions épouvantables, tout en subissant une chaleur de 95 degrés à New York. À leur arrivée, ils ont probablement été accueillis par la sœur de Cecilia, qui s'était déjà installée à New York. Peu de temps après, toute la famille a pris un train pour Appleton, dans le Wisconsin, où le rabbin Weiss avait trouvé du travail comme premier rabbin de la ville. Ils ont changé leur nom de famille en Weiss et Eric est devenu Eric. Ils vivaient sur Appleton Street, qui s'appelle maintenant Houdini Plaza. Le rabbin Weiss est devenu citoyen américain le 6 juin 1882. Cette petite maison d'Apple est devenue l'endroit où un garçon de 6 ans est tombé amoureux des serrures en silence. Un jour, il a crocheté une serrure qui avait été utilisée pour empêcher les enfants d'accéder à une armoire. Ce qui a commencé comme un jeu est rapidement devenu une obsession. Il a commencé à ouvrir des serrures, à démonter des objets et à apprendre comment tout fonctionnait. Sa mère n'y a pas prêté beaucoup d'attention au début, mais elle regardait un garçon découvrir la compétence qui allait changer sa vie. Mais en 1882, tout s'est effondré. Le rabbin Weiss a perdu son emploi à la synagogue d'Appleton. Certains ont dit que c'était parce qu'il était trop traditionnel et qu'il ne parlait pas bien anglais, mais d'autres pensaient que c'était à cause des luttes intestines au sein de la communauté juive. La congrégation était principalement composée de juifs allemands qui voulaient que l'un des leurs les dirige. Le rabbin Weiss, né en Hongrie, ne correspondait pas à leur projet. Pour Eric, 8 ans, ce fut une blessure profonde. Il a vu sa famille perdre sa maison, ses revenus et sa dignité. Ils ont déménagé à Milwaukee, où la pauvreté a pris le dessus sur leur vie. Son père, autrefois un rabbin respecté, avait maintenant du mal à trouver même les emplois les plus élémentaires. À Milwaukee, le jeune Eric cirait des chaussures et vendait des journaux au coin des rues glaciales, juste pour gagner quelques centimes. Son père, autrefois un rabbin respecté, ne trouvait pas de travail stable. De nombreuses nuits, Eric se couchait froid et affamé. Sa mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour nourrir la famille, mais l'argent n'était jamais suffisant.
Cette souffrance a façonné l'esprit d'Éric. Il a commencé à croire que le seul moyen d'échapper à la pauvreté était grâce à ses propres compétences et à son travail acharné. À seulement 9 ans, Éric a rejoint un cirque itinérant à 5 scènes sous le nom d'Éric, Prince de l'air. Il était petit et souple, tordant son corps d'une manière qui laissait le public stupéfait. Il avait un tour appelé la chute de l'homme mort et a même ramassé une épingle en utilisant uniquement sa paupière. C'était un travail sauvage et risqué, mais il l'aimait. Même s'il était un enfant, les employés du cirque le considéraient comme beaucoup plus mature que son âge. Il apprenait le timing, l'attention et comment étonner les gens. Ses premiers spectacles ont été ses premières leçons sur la façon de contrôler une foule. En 1887, quand Éric avait 13 ans, la famille a de nouveau déménagé, cette fois à New York. Là, tout a changé. Dans une bibliothèque locale, Éric a trouvé un livre qui allait façonner son avenir. Les mémoires du magicien français Jean-Eugène Robert Houdin. Houdin s'était produit pour des rois et avait même utilisé la magie pour calmer des rébellions. Son élégance et son pouvoir ont émerveillé Éric. Il a été tellement inspiré qu'il a changé son nom en Houdini, en ajoutant le « i » parce qu'il pensait que cela signifiait « comme Houdin » en français. Il se trompait sur la grammaire, mais cela n'avait pas d'importance. Une nouvelle identité était née. En 1892, Éric avait économisé 75 cents pour acheter une pièce truquée. C'était beaucoup d'argent pour lui à l'époque. Il a commencé à donner de petits spectacles de magie dans son jardin, en faisant payer aux enfants du quartier pour qu'ils voient sans ses tours. Mais cette même année, il s'est passé quelque chose qui allait le briser. Le 5 octobre 1892, son père est mort à l'âge de 63 ans, probablement d'un cancer de la langue. Éric avait 18 ans. Son père avait toujours cru en lui et maintenant il était parti. Aux funérailles, Éric a fait une promesse silencieuse qu'il ne laisserait plus jamais sa mère souffrir. Ce vœu est devenu son carburant. Après la mort de son père, Éric a trouvé un emploi de coupeur de cravates dans une usine de Manhattan. Il travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine. L'endroit était poussiéreux, bruyant et impitoyable. Mais Éric ne gaspillait pas ses pauses. Derrière des piles de tissus, il pratiquait la magie. Pendant le déjeuner, il étudiait les serrures. Un jour, un policier a laissé derrière lui une paire de menottes, et Éric n'a pas pu s'empêcher de les regarder fixement. Il a étudié chaque pièce, apprenant comment elles fonctionnaient. La nuit, il restait éveillé à s'entraîner à s'échapper en utilisant des outils de l'usine. Personne autour de lui ne savait que le garçon calme aux mains calleuses construisait un avenir en tant qu'artiste de l'évasion le plus célèbre au monde. En 1881, Éric s'est associé à Jacob Heyman, un ami de l'usine, et ensemble, ils sont devenus les frères Houdini. Leur meilleur tour était Oahu, la métamorphose, où l'un d'eux était ligoté et enfermé dans un coffre pour échanger sa place avec l'autre en quelques secondes. Le tour était probablement copié d'un autre artiste, mais leur version était unique. Lorsque Jacob a quitté le spectacle, le frère d'Éric, Théodore, surnommé Dash, a pris sa place. Ils ont eu du mal à gagner de l'argent, se produisant dans des musées bon marché et de petites foires. Mais la métamorphose est restée avec Houdini toute sa vie, et les magiciens l'utilisent encore aujourd'hui. Le pire est arrivé en 1893, lorsqu'ils ont dû travailler dans des musées à un sou. C'étaient des endroits tristes où les gens payaient des centimes pour voir des curiosités et des spectacles de monstres. Houdini se produisait pour presque rien, parfois pendant que son père travaillait dans une usine de cravates et mourait d'un cancer. Éric cirait également des chaussures pour survivre. Les conditions étaient humiliantes et il n'a jamais oublié la honte. Plus tard, il a dit que ces jours étaient si douloureux que moins on en parlait, mieux c'était. Puis vint l'amour. Le 22 juin 1894, Houdini épousa Bess Rauner, une jeune fille catholique de Brooklyn qui se produisait dans un groupe de chant. Ils se sont rencontrés à Coney Island et se sont mariés seulement 3 semaines plus tard. Sa mère n'approuvait pas
mais ils ont continué quand même. Bess a remplacé son frère en tant que partenaire de scène et ils sont devenus les Houdini. Elle était petite, rapide et parfaite pour leur numéro d'évasion. Houdini l'adorait. Il lui écrivait de douces notes et l'appelait les précieux morceaux de douceur. Leur histoire d'amour a commencé avec des spectacles à Coney Island et a duré 32 ans. Mais même si leur numéro s'améliorait, la haine les suivait. Être juif dans l'Amérique des années 1890 n'était pas si facile. En 1895, des promoteurs refusaient parfois de les payer simplement à cause de leur religion. Houdini a dit plus tard que des rivaux l'insultaient dans son dos et que certains l'appelaient Judas lors d'audiences publiques. Même Arthur Conan Doyle l'a insulté, se moquant de son héritage. Le préjugé était partout. Mais Houdini n'a jamais reculé. Il a continué à aller de l'avant, déterminé à avoir tellement de succès que personne ne pourrait plus l'ignorer. En 1899, tout a changé. À Sainte-Louise, dans un poste de police. Houdini s'est déshabillé et s'est échappé des menottes et des chaînes en seulement 2 minutes et 40 secondes. Cette performance a attiré l'attention de Martin Beck, un puissant directeur de vaudeville. Beck a vu le talent d'Houdini et lui a envoyé un télégramme offrant $60 pour se produire à Omaha. Cette offre s'est transformée en un contrat d'une saison complète. Bientôt, Houdini se produisait dans les meilleurs théâtres du pays. À peu près au même moment, un rival a volé le numéro et les dessins d'Houdini, une trahison qui l'a profondément blessé. Mais Houdini a continué. À Kansas City, la police l'a enfermé dans une cellule avec des serrures à double clé spéciale. Il s'est échappé en moins de 7 minutes, complètement nu et portant 4 paires de menottes. C'était à la une des journaux. En juin 1920, Harry Houdini est arrivé à Londres, se sentant incertain. Il était venu pour une grande réservation à l'Alhambra Theatre, mais le directeur a affirmé qu'il ne savait même pas qui était Houdini. Désespéré, Houdini a eu une idée audacieuse. Il est entré à Scotland Yard, faisant semblant d'être un touriste, et a pointé une paire de menottes exposées. Lorsqu'on lui a dit qu'elles étaient impossibles à retirer, il a calmement demandé à les essayer. 2 minutes plus tard, il s'en est sorti comme si de rien n'était. Les officiers ont été stupéfaits. Ce n'était pas un défi planifié, mais la nouvelle s'est répandue rapidement. Le directeur qui l'avait éconduit l'a rapidement embauché, d'abord pour 2 semaines, puis pour 6 mois complets. Ce moment l'a transformé d'un inconnu en une sensation. L'Europe le connaissait désormais comme le roi des menottes, mais le succès n'a pas empêché les problèmes de le trouver. En 1901, le chef de la police de Cologne, Vernon Graff, a accusé Houdini de tricherie. Graff a déclaré à un journal que Houdini lui avait offert 20 marks pour simuler une évasion. Il a également affirmé qu'Houdini utilisait des copies de clés et de chaînes fabriquées par un autre homme. Houdini s'est défendu avec acharnement. Il a engagé le meilleur avocat de Cologne et a traîné Graff devant les tribunaux. Le procès de 1902 est devenu une énorme nouvelle dans toute l'Allemagne. Graff a dit qu'Houdini avait utilisé une scie pour briser les chaînes. Houdini a dit que Graff lui avait donné une serrure cassée exprès. Au tribunal, Houdini a prouvé ses compétences en direct devant tout le monde. Il a gagné le procès et a blanchi son nom. Sa victoire a réduit au silence les critiques qui l'avaient traité de fraudeur. En 1901, Houdini a eu l'idée d'un nouveau numéro qui repousserait encore plus ses limites. Il l'a appelé l'évasion du bidon de lait. Il serait menotté et enfermé dans un bidon de lait en métal rempli d'eau. Il devait retenir sa respiration tout en s'échappant des menottes et du bidon. En 1932, lors d'un spectacle en Russie, quelque chose a mal tourné. Les serrures se sont bloquées. Houdini est resté coincé sous l'eau trop longtemps et a failli se noyer. Ce moment a terrifié tout le monde. En 1908, il a secrètement fait reconstruire le bidon dans un petit atelier de métallurgie à Wolverhampton. Un homme nommé Harry Robbins a travaillé avec lui tard dans la nuit pour le rendre plus sûr. « J'aurai à peine le temps de me mouiller », a plaisanté Houdini après l'avoir testé.
Le bidon de lait est devenu l'un de ses numéros les plus célèbres, mais le spectacle russe a rappelé à tout le monde que la mort était toujours proche. En mars 1904, Houdini a fait face à son défi public le plus difficile. Le London Daily Mirror lui a donné des menottes fabriquées par un serrurier qui avait passé 5 ans à les concevoir. On disait qu'elles étaient impossibles à crocheter. Plus de 4000 personnes se sont rassemblées au théâtre Hippodrome, avec plus de 100 journalistes présents. Houdini est entré dans sa petite tente d'évasion et a commencé à travailler. Il est sorti plusieurs fois en sueur et épuisé. Après 56 minutes, il a demandé à enlever son manteau, mais le représentant du journal a dit non, craignant qu'il ne voissasse le mécanisme. Alors, Houdini a saisi un canif avec ses dents et a coupé le manteau lui-même. Après 70 minutes pénibles, il s'est finalement libéré. La foule l'a soulevé sur ses épaules. Il pleurait d'épuisement. Cette évasion a scellé sa légende en Angleterre. Derrière tous ces numéros se cachait la routine d'entraînement brutale d'Houdini. Il prenait des bains de glace tous les jours. Il s'entraînait à retenir sa respiration pendant de longues périodes. En 1905, il a montré sa force à Paris en s'échappant d'une camisole de force tout en étant suspendu la tête en bas à un grand bâtiment. 10 000 personnes regardaient, depuis la rue en contrebas. Même en 1926, à 52 ans, il a retenu sa respiration pendant 91 minutes dans un cercueil sous-marin scellé à l'hôtel Shelton de New York. La plupart des gens ne pouvaient pas y croire. Après 88 minutes, il a commencé à voir des lumières jaunes, mais a refusé de s'arrêter tant qu'il n'avait pas battu le record précédent de 60 minutes. Son esprit et son corps étaient entraînés dans un seul but, la survie. Le 7 juillet 1912, il a réalisé une évasion terrifiante à New York. Il a été enfermé dans des menottes et des fers aux pieds, cloué à l'intérieur d'une boîte en bois, puis jeté dans l'East River glacial. La boîte avait 200 livres de plomb attachés. En seulement 57 secondes, Houdini a fait surface complètement libre. Il l'a refait en 1914 devant 15 000 personnes. Certains médecins ont qualifié cela de numéro le plus difficile jamais réalisé et l'ont défié de le faire selon des règles plus strictes. La police a dû retenir la foule. Personne ne pouvait croire qu'il y avait survécu. Le 6 janvier 1906, il est entré dans l'une des cellules de prison les plus tristement célèbres d'Amérique. La cellule Guiteau à Washington, D.C., du nom de l'homme qui a tué le président Garfield. Houdini a été déshabillé, fouillé par 3 médecins et enfermé dans la cellule avec un prisonnier mentalement instable. En seulement 26 minutes, il s'est échappé et a même fait une farce en déplaçant d'autres prisonniers. Quelques jours plus tôt, il s'était échappé de 2 autres postes de police à D.C., dont un en seulement 18 minutes. Le 25 janvier 1908, il a réalisé l'évasion du bidon de lait au Columbia Theatre de Saint-Louis, mais cette fois, le bidon était rempli de bière au lieu d'eau. Les vapeurs l'ont assommé. Il a dû être sauvé avant qu'il ne se noie. Le bidon pesait plus de 250 livres une fois rempli. C'était tellement dangereux qu'il a ensuite poursuivi d'autres artistes pour avoir copié le tour sans en comprendre les risques. Ce passage à côté l'a poussé à inventer des évasions aquatiques encore plus dangereuses. Le 21 septembre 1912, il a présenté l'évasion la plus effrayante de toutes, la cellule de torture chinoise à Lower. Elle a été fabriquée en Angleterre pour plus de 10 000 $ et pesait près de 1100 livres. Elle contenait 250 gallons d'eau. Houdini était enfermé la tête en bas par les pieds et plongé dans le réservoir en verre pendant qu'un orchestre jouait en direct. Une fois, pendant un entraînement en 1913, il s'est cassé la cheville pendant l'installation, mais a quand même réalisé le numéro plus tard. Une hache était toujours gardée à proximité au cas où quelque chose se passerait mal. Les gens dans la foule retenaient leur souffle alors qu'ils luttaient sous l'eau. En 1913, Houdini a créé quelque chose d'encore pire, le double mystère défiant la mort. Il était menotté et enfermé dans un bidon de lait, qui était ensuite scellé à l'intérieur d'un lourd coffre en bois avec plusieurs cadenas.
Si un seul cadenas tombait en panne ou s'il faisait une erreur, il mourrait à l'intérieur. Il l'a d'abord réalisé le 1er juin 1911, mais il est devenu le plus populaire en 1913. Même d'autres magiciens ont refusé de l'essayer. Le coffre en bois était si solide qu'il a duré des décennies et a finalement été vendu à David Copperfield en 2014. Après la mort de sa mère Cecilia en 1913, Houdini a eu le cœur brisé. Il a commencé à aller à des séances d'espiritisme dans l'espoir de lui parler. Mais au lieu de trouver du réconfort, il a trouvé de la fraude. Les médiums utilisaient des fils cachés, de faux bruits, de coups et des nécrologies préétudiées pour tromper les gens. En 1920, il avait dénoncé plus de 50 techniques différentes. Les familles payaient jusqu'à 50 $ par séance, ce qui équivaut à plus de 600 $ aujourd'hui pour se faire mentir. Son chagrin s'est transformé en une mission pour protéger les autres. En 1924, Houdini a dénoncé une médium célèbre nommée Marjorie Crandon. Elle affirmait produire de l'ectoplasme lumineux pendant les séances, mais Houdini a découvert qu'il s'agissait de mousseline trempée dans de la peinture cachée dans son corps. Elle utilisait ses pieds et même une tige faite de parties d'animaux pour déplacer des objets. Houdini a construit une boîte spéciale pour la piéger pendant les séances. Même alors, elle a réussi à tromper certaines personnes en leur faisant croire qu'elle avait des pouvoirs. La même année, il s'est brouillé douloureusement avec son ami Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Doyle croyait sincèrement que Houdini avait des pouvoirs surnaturels, même si Houdini insistait sur le fait qu'il n'en avait pas. Dans un moment de tension, Houdini a montré à Doyle comment il pouvait écrire des messages spirituels en utilisant des astuces de code. Doyle croyait toujours que c'était réel. Leur amitié ne s'est jamais rétablie. En mai 1924, Houdini a publié un livre de 364 pages intitulé « Un magicien parmi les esprits ». Il a dénoncé plus de 100 faux médiums. L'un d'eux avait affirmé avoir contacté sa mère, mais l'avait appelé Harry au lieu d'Eric, son vrai surnom pour lui. Cette erreur a rendu Houdini furieux. Il a dénoncé les médiums qui utilisaient des fils cachés et de faux tours de bandeau. Une à Boston facturait 25 $ par séance, tout en utilisant une équipe de 12 espions dans la ville pour recueillir des informations. Son livre a provoqué un tel tollé que certains médiums ont même été menacés par leurs propres clients. En 1926, Houdini a témoigné devant le Congrès pour soutenir une loi interdisant la divination à Washington, D.C. Plus de 200 voyants en colère sont venus protester. Houdini a brandi un télégramme scellé et a défié l'un d'eux de deviner son contenu. Aucun n'a pu. Il a montré 15 astuces différentes utilisées par les voyants et a révélé que certains politiciens avaient secrètement payé pour des conseils psychiques. Son projet de loi n'a pas été adopté, mais plus de 50 voyants ont été arrêtés par la suite dans d'autres États. Houdini n'était pas qu'un magicien. En 1918, il a joué dans un film en 15 parties, intitulé « Le maître du mystère ». Il incarnait un détective qui s'échappait de véritables pièges devant la caméra. Il a refusé d'utiliser des effets spéciaux et a réalisé lui-même les cascades dangereuses. Dans une scène, il s'échappe d'un scaphandre sous l'eau en utilisant une invention de libération rapide qu'il avait conçue. Il a même créé des plans montrant des engrenages se déverrouillant de l'intérieur, ce qui n'avait jamais été fait auparavant au cinéma. Le 18 mars 1910, il a piloté un avion en Australie et a marqué l'histoire. Il a piloté son biplan voisin de fabrication française à Diggers Rest, couvrant plus de 3,5 milles à 100 pieds de haut lors d'un vol qui a duré 3 minutes et 12 secondes. Seules 30 personnes environ l'ont vu, dont sa femme, Bess. Lors d'une tentative précédente, il s'est écrasé, mais l'a gardé secret. Ce vol a fait de lui la première personne à piloter un avion motorisé en Australie. En 1921, Houdini a fondé la Houdini Picture Corporation avec son frère. Ils ont réalisé L'Homme d'au-delà,
un film sur le thème du spiritisme. Mais en 1922, un incendie a détruit leur plateau de tournage et leurs négatifs. La société ne s'est jamais remise et n'a réalisé qu'un seul autre film avant de fermer ses portes. En 1918, il a commencé une liaison avec Charmian London, la veuve de l'écrivain Jack London. Cela a commencé alors qu'il se produisait à l'hippodrome de New York. Elle l'appelait les « amants magiques » dans son journal. Leur romance a duré jusqu'en 1923 lorsque la presse l'a révélé, créant un scandale. Son mariage avec Bess en a souffert, mais Charmian a continué à lui écrire jusqu'à sa mort en 1926. En 1906, Houdini a publié un livre intitulé « La bonne façon de mal faire ». Il exposait comment les criminels crochetaient les serrures et organisaient des escroqueries. En 1920, il l'a mise à jour avec des conseils tirés de son expérience de pilote d'avion. C'est devenu un étrange mélange de prévention du crime et de conseils de vol, montrant à quel point ses intérêts étaient vastes. En 1915, Harry Houdini a tenté quelque chose que personne d'autre n'osait faire près de Santa Ana, en Californie. Il s'est laissé enterrer vivant à 6 pieds de profondeur sans cercueil, sans trappe d'évasion, juste de la terre qui appuyait sur chaque partie de son corps. Il a dû se frayer un chemin jusqu'à la surface en utilisant uniquement ses mains et sa force brute. Mais plus il creusait, plus il s'affaiblissait. La panique s'est installée. Il ne pouvait plus respirer. La pression de la terre a presque écrasé ses poumons. Juste au moment où sa main a percé la couche arable, il s'est évanoui. Ses assistants l'ont sorti de là. Dans son journal, il a écrit que c'était très dangereux et que le poids de la terre est mortel. Même après cette frayeur, Houdini n'a pas arrêté. Il a continué à faire des numéros d'enterrés vivants pendant des années, repoussant toujours les limites. Puis vint l'une des plus grandes illusions de l'histoire. Le 7 janvier 1918, devant plus de 5000 personnes à l'hippodrome de New York, Houdini a fait disparaître un éléphant de 6000 livres. Elle s'appelait Jenny. Elle mesurait 8 pieds de haut et la boîte dans laquelle elle est entrée semblait petite, mais elle était construite sur mesure avec des miroirs cachés. Lorsque les portes se sont ouvertes, elle avait disparu. Personne n'a vu comment cela s'était produit, pas même les autres magiciens. Le secret n'a été révélé que près de 90 ans plus tard. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est qu'un magicien anglais nommé Charles Morritt avait vendu le tour à Houdini. Il avait d'abord fait disparaître un âne, puis a dit à Houdini « Si vous voulez choquer les gens, faites disparaître un éléphant. » C'est exactement ce qu'a fait Houdini, mais il a fallu plus que des miroirs. La taille massive de la scène de l'hippodrome, l'angle intelligent des sièges et le timing de tout ont contribué à l'illusion. C'était de la magie, mais aussi des mathématiques et des muscles. En août 1926, à l'hôtel Shelton de New York, Houdini a testé quelque chose de plus sombre. L'artiste égyptien Rahman Bey affirmait pouvoir survivre à l'intérieur d'un cercueil scellé sous l'eau grâce à des pouvoirs mystiques. Houdini n'y croyait pas, alors il l'a défié en faisant la même chose lui-même. Un cercueil de 700 livres a été descendu dans une piscine. Houdini est resté à l'intérieur pendant 91 minutes, soit 31 minutes de plus que Bey ne l'avait jamais fait. À un moment donné, il a vu des lumières jaunes et s'est presque endormi. Cela aurait signifié la mort. Il a s'écrit plus tard qu'il devait se surveiller de près pour ne pas sombrer dans l'inconscience. C'était le dernier grand coup d'éclat qu'il ait jamais fait. 2 mois plus tard, il était mort. Houdini est également devenu célèbre pour s'être échappé de camisole de force tout en étant suspendu en hauteur au-dessus du sol. Il a commencé à faire ses évasions aériennes dangereuses en 1915 à Kansas City. Parfois, il était suspendu à 40 à 60 pieds dans les airs, se tordant et se retournant alors que d'énormes foules regardaient en contrebas. À Los Angeles, la même année, il s'est libéré en 2 minutes et 7 secondes tout en étant suspendu à 50 pieds. C'était 1 minute plus vite qu'il ne l'avait jamais fait sur scène.
Mais ce n'était pas qu'un spectacle. Ces cascades faisaient mal. Les sangles coupaient la circulation sanguine. La hauteur le faisait tourner la tête. Une petite erreur pouvait signifier une chute mortelle. Sa dernière performance a probablement eu lieu à Indianapolis le 19 avril 1925, clôturant une décennie complète de ses performances terrifiantes. Le 11 octobre 1926, alors qu'il se produisait à Albany, Houdini s'est cassé la cheville. La douleur était insupportable, mais il n'a pas annulé ses spectacles à Montréal. Il est arrivé au Princess Theatre en béquille et, contre toute logique, a réalisé l'évasion de la cellule de torture à Loire. Il a dû être soulevé la tête en bas dans un réservoir en verre rempli d'eau, enfermé en place, et il l'a fait malgré sa blessure. L'eau coulait de lui lorsqu'il a émergé. Le public était stupéfait. Il n'avait aucune idée que ce serait l'une de ses dernières évasions. Puis vint le coup qui a tout changé. Le 22 octobre 1926, Houdini se reposait dans sa loge au même théâtre de Montréal. Sa cheville lui faisait toujours mal. Il était allongé sur un canapé en train de lire le courrier lorsqu'un étudiant nommé J. Gordon Whitehead est entré et a demandé s'il était vrai qu'Houdini pouvait encaisser n'importe quel coup de poing à l'estomac. Avant qu'Houdini n'ait pu s'asseoir ou se préparer, Whitehead l'a frappé violemment à l'abdomen 4 ou 5 fois. Houdini souffrait déjà, mais maintenant, il ne pouvait plus respirer. Il a agité la main, demandant à Whitehead d'arrêter. Des témoins ont dit plus tard que Houdini avait l'air très mal en point juste après les coups. Mais au lieu d'aller à l'hôpital, il a continué à se produire. 2 jours plus tard, le 24 octobre, Houdini est monté sur scène au Garrick Theatre de Détroit avec une fièvre de 104 degrés. Il avait de fortes douleurs à l'estomac, mais a refusé d'annuler. Le théâtre était rempli de 2500 personnes. Il a quand même fait disparaître des pièces de monnaie, a réussi des évasions complètes et a terminé l'intégralité du spectacle de 2 heures et demie. À un moment donné, il a dû quitter la scène à cause de la douleur. Mais il est revenu et a continué. Lorsque le rideau final est tombé, il s'est effondré et a été emmené d'urgence à l'hôpital Grace. Les médecins ont rapidement trouvé le problème. Son appendice avait éclaté. L'infection se propageait rapidement. Le 25 octobre, ils ont pratiqué une intervention chirurgicale d'urgence. La gangrène avait déjà commencé. Le poison s'était répandu dans tout son corps. Mais même alors, Houdini a refusé les analgésiques. Il voulait rester pleinement éveillé, croyant toujours qu'il pouvait forcer son corps à survivre. Des journalistes se tenaient devant l'hôpital. Sa femme, Bess, ne l'a jamais quitté. Mais cette fois, Houdini ne pouvait pas s'échapper. Pas de ça. Le 31 octobre 1926, le jour d'Halloween, Houdini s'est mort à 13h26. Il avait 52 ans. Ses derniers mots à son frère ont été « Je suis fatigué de me battre ». L'homme qui s'était échappé de tout, prison, réservoir, serrure, chaîne, ne pouvait pas échapper à la mort. Il a été enterré dans le même cercueil en bronze qu'il utilisait autrefois pour son tour d'enterrer vivant. 4 jours plus tard, plus de 2000 personnes sont venues lui dire « En sort !» dire voir. D'autres magiciens ont cassé une baguette sur sa tombe. Cela signifiait que personne d'autre ne pouvait porter sa magie. Après enquête, la compagnie d'assurance a déclaré que les coups de poing de Whitehead avaient directement conduit à sa mort et a versé le double du montant habituel à sa succession. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Houdini et sa femme avaient créé un code secret. Roosevelt répond, dire, prier, répondre, regarder, dire, répondre, dire. C'était leur signal de l'au-delà. Pendant 10 années consécutives, Bess a organisé des séances d'espiritisme chaque Halloween. La dernière a eu lieu le 31 octobre 1936 à l'hôtel Knickerbocker de Los Angeles. Il y avait 300 personnes avec des menottes et des tambourins sur la table, mais rien ne s'est passé. Bess a finalement dit « Houdini n'est pas venu. Mon dernier espoir est parti. C'est fini. Bonne nuit, Harry. » Elle n'a plus jamais essayé. Puis vint une tournure effrayante.
Certains pensaient qu'Houdini avait été assassiné. En 1924, il avait dénoncé publiquement une médium de Boston nommée Mina Crandon, connue sous le nom de Marjorie. Son frère spirituel, Walter, a dit un jour « Houdini aura disparu d'ici Halloween ». Il est mort exactement le 31 octobre 1926. Ce qui était étrange, c'est qu'aucune autopsie n'a jamais été pratiquée. Des biographes ont dit plus tard qu'il aurait été facile de l'empoisonner et que personne ne l'aurait jamais su. La théorie a gagné du terrain. Aurait-il pu s'agir d'une vengeance? En 2024, près de 100 ans plus tard, de nouvelles recherches médicales ont finalement anéanti la théorie des coups de poing. Les médecins ont prouvé qu'Houdini souffrait déjà d'une appendicite avant que Whitehead ne le frappe. Les coups ne l'ont pas causé. Il avait retardé le traitement et cela a aggravé la situation. Des études modernes ont montré qu'attendre plus de 24 heures pour traiter une appendicite augmente considérablement le risque de décès. Houdini a ignoré les signaux d'alerte. Il a continué à se produire malgré la douleur, malgré la fièvre, malgré l'effondrement. Les coups de poing n'étaient qu'un terrible hasard.